Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les matchs de ma vie avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Souleymane Diawara. Yes! Ravi de t'avoir avec nous, Souleymane, ancien footballeur international avec le Sénégal, défenseur central pour Le Havre, Sochaux et l'OGC Nice, champion de France avec les Girondins de Bordeaux et avec l'Olympique de Marseille et vainqueur à 5 reprises, si je ne me trompe pas, de la Coupe de la Ligue. C'est bien ça? 4. C'est ça. Donc 4. J'ai dit 5? 5. Qui m'a donné cette info? 4 fois la Coupe de la Ligue quand même. Ouais, c'est ça, 4 fois. Ah, et tu n'as pas l'air très sûr, en fait. Ouais, là, tu me poses une colle. Mais non, c'est 4 fois. Hein? Sochaux, Bordeaux. Ouais, non, t'as raison, 5 fois. 3 fois avec Marseille. Oui, pardon. Ouais. Je l'avais oublié. Comme j'étais blessé, j'ai pas... Mais c'est vrai, j'avais participé. Quand même. Ah, merci, Darren. Ok, je suis en train de te booster déjà. Merci. Tu pensais avoir gagné 4 fois la Coupe de la Ligue, c'est 5 fois. Formidable. Près de 600 matchs joués en pro. À quel point ça a été difficile, avant de se lancer sur la liste, de ne choisir que 5? Mais c'était très difficile quand tu m'as demandé de trouver 5 matchs qui ont marqué ma vie. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de matchs qui ont marqué ma vie, mais les 5 que je t'ai donnés, je pense que c'est quand même un très beau souvenir. On va voir ça ensemble. On est parti donc sur les matchs de la vie de Souleymane Diawara. Match numéro 1, Soulé, parce qu'on t'appelle plutôt Soulé. Hein. Oui, c'est ça. Quel est ton choix et pourquoi? Mon premier match, comme j'ai pu le dire, ça a été mon premier match avec le club de mon quartier, qui s'appelle Frileuse, c'est dans la banlieue havraise, et c'était contre les Cheminots du Havre. Pourquoi ce match? Déjà, je dois avouer que je n'ai pas pu retrouver les images de cette rencontre. Ah ouais, c'est vrai que c'était difficile, j'étais en débutant, donc c'était difficile, il n'y avait pas encore la télé, je pense. Mais pourquoi ce match? Parce que c'était mon premier match officiel, entre guillemets, parce que j'avais une licence. Ah. Et que j'étais content de participer à mon premier plateau, c'est-à-dire un tournoi. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ce match-là est resté aggravé parce que j'avais commencé remplaçant et... ma première rentrée, le premier ballon que je touche, je marque contre mon camp. Et c'est pour ça que ce match-là, il me restait en travers de la gorge, mais ça reste un bon souvenir. Bienvenue dans le foot. Merci. Premier ballon et premier but contre son camp. Exactement. Oh là là, j'imagine le regard sur les visages de tes coéquipiers. Mon grand frère qui m'avait inscrit, je pense qu'il a dû dire où est-ce que j'ai mis mon frère, parce que je crois qu'il n'a pas dû comprendre les règles du foot. Mais après, c'est vrai que je me suis rattrapé tout au long de la compétition. Bon, parle-nous de cette équipe-là. Tu avais quel âge déjà? Ouais, j'avais 7 ans, je crois. 7 ans, 8 ans. Ouais. 7-8 ans? Ouais. La Frileuse, tu dis? À Frileuse, oui. Une banlieue havraise. Pourquoi ça s'appelait comme ça? C'est un quartier du Havre. Ouais, d'accord. Exactement. Okay. Et il y avait qui dans cette équipe alors? Tu avais tes potes? Il y avait en général, on était tous potes du quartier. C'était tous mes amis d'enfance, quoi. On jouait tous ensemble dans le même club et c'était sympa. Et quand tu avais 7-8 ans, tu étais déjà grand pour ton âge? Parce que tu es plutôt grand costaud aujourd'hui? Non, j'étais tout petit, tout maigre. C'est vrai? Mais j'ai grandi d'un coup, moi. Je pense que c'est à l'âge de 14 ans, 15 ans où j'ai vraiment poussé d'un coup. Ah, okay. Donc, mais chez moi, on est tous petits au départ. Ah oui? Ouais, on finit tous grands, mais à la base, on est tous on vient tous de mon père. Et quand tu jouais donc à 7-8 ans avec la Frileuse et tu entres en jeu, tu joues à quel poste alors? Vous savez, quand vous êtes débutant, on jette le ballon et tenez, joue. Mais bon, moi, dans ma tête, c'était numéro attaquant parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais fan de Chris Waddle. Ah, des bonnes références. Ah, ça, tu me fais plaisir. Francesco, il y avait beaucoup de joueurs où j'étais fan. Donc, c'est vrai que quand on commence étant enfant, on veut
tous marquer des buts, donc on commence tous attaquants. Mais même si on finit pas attaquant, mais on commence tous attaquants. On rêve pas de marquer des buts, ouais. Exactement. Mais pas contre son camp normalement, mais bon. Malheureusement, j'ai confondu de but. Ok, donc ça, c'est des premiers pas avec une licence, comme tu dis. Le Havre, tu es arrivé là-bas à quel âge? Au centre de formation, je suis Non, arrivé. non, mais Dans la ville déjà. moi, je suis né en Afrique. On est arrivé, Oui. j'avais 1 an et demi. Ah, tu étais 1 an et tout demi, petit? Oui. Pas beaucoup, bon, donc tu étais trop petit pour avoir des souvenirs Non, de j'ai pas de Sénégal, souvenirs. Non, du tout. quand tu étais bébé, Non, quoi. non, du tout. Né un 24 décembre, quel cadeau pour tes parents. C'était le plus beau cadeau que j'ai pu offrir à mes parents. C'est ce que j'ai dit à ma mère tous les jours. Est-ce qu'elle est tous les jours d'accord avec toi? Non, pas tous les jours, mais bon, une grande partie. Né donc au Sénégal, à Gabou. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as des liens encore avec ton pays. Parce que on va y parler tout à l'heure, mais tu as joué une 50aine de fois pour ton pays aussi. Oui. Non, j'ai toujours des liens. J'ai toujours ma famille qui est là-bas. Ma mère, mes parents, ils vont souvent là-bas. Moi, je vais souvent là-bas. J'ai mes cousins, mes tantes, mes oncles qui sont toujours là-bas. J'ai toujours ce lien avec mon pays. Et au Havre, donc, tu joues dans ton quartier avec tes potes. Tu parlais d'un frère, mais vous étiez combien à la maison? On est 11 enfants. 11 enfants? Ah oui, mes parents n'ont pas chômé. Hein. Ah oui. Ah oui. Et toi, tu étais numéro quoi? Numéro 4. Numéro 4? Numéro 4. De 11, combien de garçons, combien de filles? Il y a 7 garçons et 4 filles. Waouh, pas mal. C'est une grande famille. Ah oui, mon père, il était le plus petit de 12 enfants. Tu vois, Ah oui. donc ça va, t'es pas Donc, choqué. en Angleterre aussi. Ça choque pas aussi là-bas. Je pensais qu'il y avait qu'en Afrique. Ah oui, comme quoi. Hein. Le plus jeune de 12. Mais 11 enfants, ça donne, c'est presque une équipe de foot d'ailleurs. C'est une équipe de foot, Ouais. plus mes parents, 2 remplaçants. À l'époque, c'était 13, donc on avait l'équipe de foot. Tout le monde jouait? Ouais, à part les filles, mais tous les garçons ont joué. D'accord. Et à la maison, donc, le foot, c'était le sport numéro 1 quand tu étais petit? J'ai mon grand frère Djibril Diawara, qui était un ancien footballeur aussi, qui nous a encore motivés, donné cette motivation. Après, j'avais d'autres frères, mais moi, malheureusement, ils ont arrêté un peu plus tôt. Et j'ai l'avant-dernier qui joue encore à Martigues, qui est Abdoul Diawara, avec la nationale. Donc, c'est vrai que c'est une famille de footballeurs. Ouais, il y avait un petit niveau dans cette famille. Mes neveux, mes nièces qui sont dans les clubs pro. D'où ça vient, cet athlétisme Non, mais pour être plusieurs à réussir dans le sport, c'est rare. Ouais. C'est maman, c'est papa, c'est le mélange? Pourtant, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout sportifs. Hein. Mon père, c'est un ouvrier qui vient d'Afrique. Il est venu, il a commencé à travailler très jeune. Donc, non, mais après, je pense que quand vous avez grandi dans un quartier, vous savez, le foot, c'est le sport le moins cher. Et donc, c'est plus facile pour nous de pouvoir pratiquer ce sport. Et comme il n'y avait pas grand-chose à faire, on prend un ballon, on s'amuse, ça suffisait amplement. Donc, je pense que c'est là d'où est venue l'envie de pratiquer ce sport-là. Et tu parles de ce match quand tu as 7-8 ans. On essaie de t'imaginer. Donc, tu dis plutôt frêle et petit. Ouais. Tu es quel genre d'enfant, Soulé? Aujourd'hui, on te connaît comme un garçon joyeux. Ouais, tu as toujours été un petit bout en train. Ouais. Je crois que j'ai mon petit caractère comme tout le monde, mais en général, je suis quelqu'un de très joyeux. Parce que je me dis, j'ai la chance, quoi. D'avoir la santé, ensuite de réaliser des rêves, donc pourquoi être triste, quoi? Voilà, on touche du bois. Oui, bien sûr. Que ça continue comme ça. Donc à la maison, dans ce quartier du Havre, ça se passe comment? Quels souvenirs tu as de cette enfance avec toute cette grande famille? Que des bons souvenirs, hein. Vous savez, quand vous êtes 11... tu peux pas t'ennuyer, t'as pas le temps de t'ennuyer, il y a toujours de l'animation entre celui qui se fait gronder, celui qui se fait taper. Quand on est nombreux, il y a de tout, donc tu passes une merveilleuse enfance. Pour un au monde, je changerais mon enfance, quoi. Ouais. Parce que franchement, je me suis régalé. Quand je repense là, je me dis, putain, j'ai eu de la chance quand même. Jamais le temps de t'ennuyer avec tous ses frères et sœurs. Tu peux pas t'ennuyer. Et j'en parlais dans le podcast il y a quelques semaines avec Vikash Dorasso, qui lui aussi... qui est du Havre aussi. Oui, effectivement. Et il disait que dans les quartiers, tout le monde jouait au foot. Ouais. C'est comme ça que lui aussi, il a commencé. Comme on n'a pas trop les moyens de faire, on va dire, entre guillemets, du tennis ou
ou du golf, ou même si on n'a pas de green. Le polo n'était pas pour vous? Non, pas encore. Donc, c'est un sport qui est accessible pour tous. Donc, c'est pour ça que tout le monde joue. Ouais, c'est ça. Mais à quel moment tu commences à comprendre que peut-être que tu peux faire carrière dans le foot? Ben moi, ça a été compliqué parce qu'au début, depuis tout petit, quand j'allais au stade voir mon club de ma ville, Le Havre, et je voulais faire ce métier. Mais je sais pas si vous avez suivi mon histoire un peu, où il y a j'avais fait beaucoup d'essais avant de pouvoir rentrer. C'est vrai que j'ai failli lâcher à un moment donné jusqu'à ce que mon grand frère Salif a toujours cru en moi. C'est quand j'ai fait mon dernier essai avec Le Havre et que Jean-Marc Nobilo m'a dit qu'il me prenait. Là, j'ai commencé à dire que là, c'est mort pour qui que ce soit parce que je sais que je vais réussir. Ah ouais. Ouais, j'ai tellement galéré et Jean-Marc Nobilo m'a donné cette chance. Dès que je me suis dit, s'il m'a donné cette chance, je vais plus la lâcher. Et j'ai travaillé 2 fois plus que les autres parce que j'avais beaucoup de retard. Et là, je me suis dit, oui, je vais pas lâcher. C'est parti. C'est le plus dur pour moi, c'était de rentrer au centre de formation. D'accord. Parce que c'est toujours difficile de rentrer dans un centre. Mais dès que je suis rentré dans le centre de formation, je savais ce que je voulais. J'étais nul à l'école. Je suis pas très manuel. Donc, j'avais que le sport pour pouvoir m'en sortir. Merci Jean-Marc. Merci tous les jours. Oui. Je dis merci mon frère Salif et merci Jean-Marc Nobilo. Donc, te voilà jeune professionnel avec Le Havre, club doyen de France. Et nous sommes désormais pour ton second choix, ton deuxième choix. Le 25 avril 1999, il y a un match de Ligue 1 au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et donc Le Havre. Pourquoi tu choisis ce match-là? Parce que c'est mon tout premier match en professionnel. Là, je découvre le monde professionnel. J'étais déjà dans le groupe, j'étais content, mais de pouvoir entrer en jeu contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, un stade où on allait souvent quand on était jeune avec Maison de Jeunesse, c'était comme un rêve, quoi. Donc, c'est pour ça que ce match-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Oui. C'est mon tout premier match contre le Paris Saint-Germain, quoi. Fouler la pelouse. La foulée du Parc des Princes. À l'époque, le plus beau stade de France. Donc, waouh, quoi. Waouh, oui. Ouais. Là, ça y est. Ouais, ça y est, je rentre dans le monde de... Oui, hop, attention, j'arrive. Tu te souviens de qui tu as remplacé? Je sais que je ne dis pas de conneries. Je crois que c'est Ludovic Paulet, non? Je pense que c'est Mamar Mamouni. Ah, c'était Mamar? Ouais, apparemment. C'est ce que j'ai pu trouver sur la fiche de match. Je pensais que c'était Ludovic Paulet. Après c'est selon Wikipédia. Hein. Peut-être que c'est. Non, mais c'est possible. En tout cas, il y a une défaite 3-0. Ouais, 3-0, j'avais dit 2-0, mais c'est 3. Ouais. Doublé de Michael Madar. Il y avait Marco Simone aussi sur la pelouse. Ouais. Toi, tu t'es retrouvé à te frotter avec qui? Il y avait un Brésilien. Comment il s'appelait? Je m'en souviens plus. Parce qu'il m'avait fait jouer latéral, moi. Ah oui. Je suis rentré latéral. Ouais. Je me souviens plus de son prénom, ce Brésilien, là. Je me souviens, le premier ballon que je vais, je veux aller en rapide. Il m'a fait 2 passements de jambes. Et j'avais rien compris. Je dis, bienvenue dans le monde des grands. Ça n'avait rien à voir. Ça allait trop vite pour moi. Mais... Ah oui? J'ai réussi à m'adapter. C'était impressionnant? C'était impressionnant. Pourtant, j'ai joué que, je crois, 10 minutes ou 15, un truc comme ça. Mais, waouh! J'étais fatigué, en fait. 15 minutes de jeu. Je passe du monde amateur au monde en Ligue 1. Ouais. Contre le PSG de Simone, Madar. C'était une grande équipe à l'époque. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu la pression quand même. 20 ans seulement. Et voilà, sur la pelouse du Parc des Princes. Et pour ton troisième match, tu as choisi une rencontre de quelques jours seulement plus tard. Parce qu'après avoir été remplaçant et joué quelques minutes, là, on est le 5 mai 99, quelques jours plus tard. Et pour la première fois, tu es titulaire en pro avec le HAC à Auxerre. Comment ça s'est passé cette fois-ci? Tu te sentais prêt? Non, pas du tout. Je me sentais pas du tout prêt, mais j'avais pas le choix. À la base, j'avais entraînement. Je me suis entraîné avec les pros, mais le week-end, je devais repartir jouer avec la CFA. Ah oui. Ouais, parce que tout le monde était là, donc
j'étais pas dans le groupe, chose qui est normale. Il fallait que je travaille un peu plus. Et le malheur de l'un fait le bonheur des autres. Donc, ce jour-là, je pensais que c'était ce match-là, mais je crois que c'était la veille de ce match contre Auxerre où Ludovic Paulet se blesse. Et je me retrouve dans le groupe, mais on connaît pas la composition encore. Pour moi, de national, du CFA, tu vas être remplaçant. Et à 16h, il donne la compo. Il me dit, tu vas jouer titulaire et tu vas charger Bernard Diomède. Oh, quand même. Champion du monde. Ouais, champion du monde. Et donc, je dis, ah ouais. J'ai rien dit, je vais pas montrer, mais c'est vrai que j'avais une petite pression quand même, parce que c'est Bernard Diomède. Oui, très beau joueur. Très bon joueur. Il était faux follet, exactement. Et donc, je me dis, waouh. J'appelle mes grands frères, tout. Je leur dis, je joue, j'appelle chez moi, ma famille, et je dis à mon grand frère Djibril aussi, qui connaissait aussi. Il dit, hey, charge-le, il a que le pied gauche. Bon, il m'a donné quelques conseils. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai fait un bon match, tout le monde était content de moi, Bernard Diomède aussi. Et pour me remercier, il m'a offert son maillot. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est sympa. Super sympa. Ouais. C'était super sympa. C'est un gars super gentil. Classe, gentleman. Il a vu que j'étais petit, mais il m'a dit, t'as de l'avenir, toi, tiens, mon maillot. J'étais super content. Wow. Bernard Diomède, champion du monde. C'est ça, depuis un an. Et je l'ai encore, en plus, à la maison. Bon souvenir, ça. Exactement. Ouais. Et tes coéquipiers à cette époque-là, il y avait un jeune Jean-Alain Boumsong, j'ai vu, dans cette équipe-là. Lilian Nalis, qui est allé jouer à Lens, c'est ça, aujourd'hui. Cyril Pouget et d'autres. Une bonne petite équipe. Ouais, Yann Saulois. Ouais, c'était une bonne petite équipe. Hein. Bon, malheureusement, cette année-là, on est descendu, mais parce qu'on a déconné aussi, mais c'était une très belle équipe. Hein. Je pense qu'on s'est enflammé un peu parce que je crois qu'il nous fallait quelques points. Il nous restait 8 matchs ou 6 matchs, un truc comme ça. J'étais au hasard, je me rappelle plus exactement. Je crois qu'il nous fallait 3 points. On pensait qu'on allait les avoir les doigts dans le nez, mais en Ligue 1, c'est pas comme ça. Je crois qu'on a perdu les 6 matchs d'affilée, 7 matchs. Et bien, on est descendu. Ah ouais. Ça tape sur la tête, ça. Waouh, ça fait mal. D'accord. Compliqué. Plus moi qui venais de commencer en Ligue 1. C'était dommage, quoi. J'aurais bien voulu rester en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, mais. Latéral, alors, à quel moment on te remet au milieu? Dans l'axe. Tu préférais jouer dans l'axe? Oui. Moi, je connaissais pas latéral, c'est la première fois. Mais je m'en foutais, moi. Moi, tant que je jouais, même s'il m'avait dit gardien de but, j'allais jouer gardien de but. Quand t'es jeune comme ça, on te dit, joue avec les pros. Saisis l'opportunité. Exactement. Et il m'avait mis... parce qu'il était suspendu, il était blessé, donc j'avais pas le choix. Mais après, il m'a remis vite dans l'axe. Hein. Dans l'axe? Ouais, il m'a remis dans l'axe. T'as joué avec Boumsong alors dans l'axe? J'ai joué avec Boumsong, j'ai joué avec Jérémy Hénin à l'époque. Ah oui, bien sûr. Ludovic Paulet aussi. Et à cet âge-là, quand tu commences à percer, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe un petit peu de toi, quelqu'un qui t'a aidé à comprendre ce que c'était le haut niveau? Parce que c'est pas toujours évident, les premiers matchs. Christophe Orlaville, je sais pas si vous vous souvenez. C'était avec le seul ancien qui parlait beaucoup avec les jeunes. Et c'est vrai qu'il me parlait beaucoup, lui. Et il me disait, quoi, tu peux faire quelque chose. Et je m'entendais super bien avec lui. D'habitude, c'est rare, les anciens et les jeunes. Les anciens restent entre anciens. Ouais, ils se protègent un peu. Ils ont peur de la concurrence, qu'on prenne leur place. Voilà. Et Christophe Orlaville, c'était l'un des seuls anciens qui venait parler aux jeunes. Mais sinon, non, personne. Chacun pensait à sa gueule. C'est tout. Oui, non, mais c'est un sport collectif, mais effectivement, chacun ça reste individuel. Hein. Bien sûr. Comme je dis tout le temps, c'est un sport collectif, mais c'est individuel. Je veux que mon équipe gagne, mais je veux aussi être dans l'équipe. Ouais. Et pas à l'autre, là. Il y a même des joueurs, parfois, ils préfèrent que même l'équipe a perdu et eux, ils marquent. Ouais. Ça arrive, hein. Ouais. On va pas dire de nom, mais ça arrive souvent. Pas encore, en tout cas. Peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure.
Les amis, vous écoutez Les Matchs de ma vie, le podcast de Beansport où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Souleymane Diawara, le joueur qui donnait tout sur le terrain et parfois il donnait tout aussi en boîte de nuit. Il est vrai, Souley, que tu avais la réputation d'être un des fêtards du football français à l'époque, une réputation méritée? Waouh, mérité. Bon, j'assume, moi, j'aimais sortir. Mais parfois, j'entends les gens parler en disant je sortais tous les jours. J'ai dit, bon, tous les jours, je pense pas que j'aurais pu faire carrière si Non, tu peux pas. si je sortais tous les jours. Mais c'est vrai qu'après les matchs, victoire ou défaite, j'aimais bien sortir. Étant donné que j'arrivais pas à dormir. Oui. Donc, je préfère aller dépenser un peu d'énergie en boîte de nuit et rentrer chez moi dormir. Oui. Mais je vous rassure, il y a pire que moi. Hein. Oui, il y a pire que moi. Ah là, on va donner des noms, alors. non, je ne vais pas te donner de noms, mais je pense que vous avez plus de dossiers que moi sur ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup pire que moi, parce que moi, je m'en cachais pas. Oui. Je m'en cachais pas, j'assumais totalement. Est-ce que tu sors? Oui, je sors. Oui. Non, mais il faut être sérieux. Juste un moment par rapport à ça. Chacun est différent, effectivement. Et parfois, on a besoin de sortir quelque chose de soi pour être bien le lendemain. Je n'aimais pas avoir trop d'énergie. C'est bizarre ce que je dis, mais j'avais besoin d'être un peu fatigué, moi, pour me rebooster. Parce que quand je me sentais trop bien, peut-être je me laissais faire. Ah ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. J'ai tellement d'énergie, je me dis, oh, mais c'est bon, là, je suis en forme, là. Je vais pas aller à 100%, par exemple, sur une action. Je vais moins être concentré. Alors que quand je suis un peu fatigué, il faut que je me donne. C'est une source de motivation. Bon, c'est pas une excuse, attention, mais c'était pour moi. Moi, j'avais besoin de ça, en tout cas. Ouais, besoin de se défouler. Exactement. Le saouler. Et il y avait aussi cette histoire, c'est Jean-Louis Gasset, non, à Bordeaux, cette histoire-là. Elle va me tuer. Je l'ai vu à Marseille, j'ai dit non, c'est bon, on va plus parler de ça. Mais oui. Oui, parce qu'à un moment donné, je donne le contexte. Oui. On est sorti un petit peu de la liste là. Ouais. Mais petite parenthèse, tu es allé jouer au Girondins et dans un pays, il y a Laurent Blanc. Oui. J'arrivais de Charlton. Voilà, on va parler de ça tout à l'heure. Jean-Louis Gasset, donc l'adjoint de Laurent Blanc. Et apparemment, les premiers matchs... Catastrophique. Catastrophique. Pendant 2 mois, presque 3 mois presque. Et même Jean-Louis Gasset, il s'est demandé s'il avait recruté Souleymane Diawara, comme il me dit, ou mon grand-père. Il m'avait sorti ça. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Puis, on a eu une discussion. On a eu une vraie discussion et après l'entraînement, il m'a convoqué, il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, est-ce que tu as changé quelque chose dans tes habitudes. Moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit la vérité, que je sortais plus, je mangeais sain, alors que c'est pas mon truc. Et voilà, donc il est venu, on a parlé, il m'a dit voilà, il veut que je retrouve ma vie de bâtard. Et je lui ai demandé s'il était sûr de ce qu'il disait. Et quand il m'a dit oui, je dis bon, ok, c'est parti. Et c'est vrai que quand je me suis lâché, je suis redevenu moi-même, j'ai retrouvé mon niveau. Ça faisait partie de ta personnalité. Exactement. Voilà. Sans ça, tu n'étais pas le Souleymane Diawara. Ok, très bien. Tu as repris ta vie de bâtard du côté de Bordeaux. Mais on va revenir sur ta liste. Avant tout cela, nous sommes le 17 avril 2004, Souley. On est au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue entre ton club, le FC Sochaux, et le FC Nantes. De quoi te souviens-tu de cette finale-là? 2 choses. Mon penalty marqué. J'avais tiré le penalty à la fin. Oui, séance de tir au but. Et surtout, quand on a soulevé le trophée, quoi. Ouais. Quand j'ai soulevé le trophée au Stade de France devant ma famille. Parce que ma famille était tous venus du Havre. Et tout le monde était là? Tout le monde. Les parents aussi? Non, pas mes parents. Mais tous les frères et sœurs? Frères, sœurs, cousins. Oh, wow. Ouais, on était beaucoup, moins une 50aine. Ah oui. Ouais, c'était mes potes, tout le monde. Ouais. Et c'était un moment magique, quoi. Stade de France, le stade il venait d'être à peine construit parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc c'était pas tout le monde qui avait la chance de pouvoir fouler le Stade de France et j'ai eu la chance de fouler en remportant ce trophée. J'ai eu la chance de parler avec un de tes anciens coéquipiers, celui avec qui tu as partagé la chambre, qui me disait
Gregory Paisley, pour ne pas le citer, ma taupe à moi, il m'a dit, Souley, que tu étais très stressé avant cette finale. Tu n'arrivais pas à dormir. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ouais. J'arrivais pas à dormir. Même, on le voit au début du match, même la première mi-temps, je crois que je foire ma première mi-temps, où le but, ça vient de mon côté. Mais j'avais dit à Greg, t'arrives à dormir, toi? T'as réussi à dormir? Pourtant, moi, je suis un gros dormeur. Même la sieste, j'ai pas réussi. La veille, j'ai pas réussi. Et je lui ai demandé. Il m'a dit, ouais, non, bon, ça va, j'ai dormi. Moi. Ouais. Il est tranquille, Greg. Ouais. Le Chinois. Il était... Oui, vous étiez pote déjà du Havre. Du Havre, ouais, exactement. Ouais. Et c'est une personne que j'apprécie énormément, Greg. Et lui, pour le coup, il m'a beaucoup aidé, lui, tu vois. Et je lui ai expliqué que j'étais stressé, j'arrivais pas à dormir. Alors que c'est pas dans mes habitudes. Ouais, ouais. Le fait d'être en finale, devant toute ta famille, tes potes, au Stade de France. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais, forcément. Ouais, ouais, non, mais c'est pas évident. On a beau faire les caïds, mais on est tous des joueurs de foot, des êtres humains. Il y a la pression qui est là. Oui, bien sûr. Bien sûr, et cette finale, quand même spéciale, effectivement. Il y a un partout. Après prolongation, tir au but. Et une sacrée séance de tir au but, parce qu'on va rappeler au bon souvenir de ceux qui ont vu cette finale-là. À un moment donné, vous avez votre coéquipier suisse, Johan Lanfin. Lui, il tire pour la victoire. Ouais. Marque pas. Il marque pas. Sylvain Armand marque. Et maintenant, c'est toi. La pression là, parce que si tu marques pas, Sochaux perd. Ouais. Déjà, tu voulais tirer ou on t'a poussé? Non, j'ai voulu tirer. Mais justement, Enfin, après, c'est bizarre. Hein. Vous allez me dire, je suis pas comme tout le monde, mais autant j'avais la pression avant le match jusqu'à la mi-temps. Et autant qu'après les prolongations, quand le coach Guy Lacombe, il dit qui veut tirer, j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de mains qui sont levées. Moi, réflexe, je lève la main. Direct. Je me suis dit, il va me dire, reste derrière. T'es gentil. Voilà. Je pensais qu'il allait me dire ça. Et je vois, il prend le stylo, il me dit, OK, numéro 3, 4, je ne me rappelle plus. Donc moi, j'y vais, je prends mon ballon. Et je sais que si je rate, on est mort. C'est ça. Mais et là, ça te touche pas cette pression-là. Je pense même pas à rater, en fait. Ah bah, tant mieux. Et je pense même pas... C'est vrai que si je rate, on est éliminé. C'est ça, t'es en 6. Je sais même pas, je suis allé tranquille. D'accord. Parce que pour beaucoup, ce chemin... Entre... Oui, la ligne médiane pour aller jusqu'à son phase de réparation. Ça peut paraître très loin. Mais je te promets que j'ai fait... Comment t'expliquer? Je m'en foutais. D'accord. Parce que je me dis, il y avait des cadres de l'équipe, ils n'ont pas osé lever la main. Je me dis, bon, je marque, je rate. Écoute, tout le monde rate. Hein. Les meilleurs joueurs du monde, ils ont raté. C'est pas Souleymane Diawara. On va pas lui en vouloir si Souleymane Diawara rate un penalty. Donc, je prends le ballon et je vais comme ça. Tu y vas tranquille. Je vais tranquille. Je pose le ballon, je fixe l'endroit et je le prends à contre-pied. Normal. Et j'étais content parce que par ma famille. Mais je te promets que entre la ligne médiane et je m'en foutais. D'accord. Je m'en foutais. T'étais cool. J'étais tranquille. Il n'y avait pas 10 000 trucs dans ta tête. Rien. Ah, bah, tant mieux. Ton but. Il faut être dans cet état d'esprit-là. Ouais, je pense. Ouais. Waouh. J'étais sûr de moi, en fait. Ouais. Tout le monde n'a pas fait ça. Et comme tu dis, sur une séance de tir au but comme ça, peut-être qu'on a déjà pensé à ça avant, mais au moment où il faut y aller, tout le monde n'a pas envie. Ouais, on pense à l'équipe de France contre l'Italie, Coupe du Monde 98. Finalement, c'est Trezeguet et Henry qui tirent. Parce que la jeunesse, ils disent, ouais, on veut bien. Et d'autres autour d'eux, ils n'avaient pas levé la main. C'est pour ça. Moi, je pense qu'il y a eu ça parce qu'il y avait, comme je te disais, des cadres. Ouais. Tu vois, ils ne lèvent pas la main. En plus, moi, je suis arrivé cette année. Je me suis dit, bon, on va faire doucement. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Hop, personne ne lève la main. Moi, je lève la main. Et qu'il a quand même dit oui. Et puis, je dis, bon, allez, c'est bon. Allez. Et je suis parti comme ça, sans pression. Et c'était bon. Tu as marqué, heureusement. Sinon, on parlera ça d'autrement, effectivement. Là, on parle plus de la Panenka. Derrière toi, c'est c'est Landreau, effectivement, qui vient. Il fait le Panenka qui rate complètement. Complet. Terrible. Alors que lui, Teddy Richard, il l'a dit, quand il a posé le ballon, il a vu sa course d'élan. Ouais.
Il n'a même pas bougé. Je ne sais Non. pas si tu te souviens. Oui, je me souviens, il est resté là. Ouais. C'est venu tranquillement. Et après, il y a Maxence Flachez. Flachez, on dit Flachez ou Flachez? Flachez. C'est pour la victoire? Ben non. Il marque pas. Je crois qu'il rate. Pascal Delomo, derrière, le Nantais, ne marque non plus. Et c'est Benoît Pedretti qui va tirer. Ouais, il était le Il petit avait une pression de fou. Ouais, tu m'étonnes. Je le voyais, je dis, oh, pas toi, c'est toi le cadre, c'est toi le capitaine. Oui, c'était le capitaine en plus. Là, on parle de numéro 7 ou 8. Il était. Parce qu'on a, je crois, on a fini à 8 quelques, là, je sais pas combien. Ouais. C'était genre, il est où, Benoît? Il est où le capitaine? Mais moi, j'ai tiré avant lui déjà. Oui, donc, mais bon, il vient quand même et il tire. Et il marque. Et c'est le trophée, c'est l'explosion de joie. Explosion de joie. Moi, j'étais au paradis, moi. J'étais... Waouh. Bah, tu sais, quand t'es footballeur, c'est les trophées qu'on retient. Et mon premier trophée... En Sochaux, ils m'ont fait découvrir pas mal de choses quand même. Déjà, la joie de gagner sur cette belle pelouse. Guy Lacombe, il était comment avec toi, comme entraîneur, Monsieur Moustache? Carton. C'était comme mon père, lui aussi. Ah oui? Ouais. Autant il y a des entraîneurs que je déteste, qui ça passait pas. Bon, après, c'est comme ça. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Mm-hmm. Mais Guy Lacombe, non, c'était ouf. Tout le monde disait que c'était mon père, donc. Mais super bien passé. Il m'a fait énormément progresser. Il m'a fait énormément travailler. Je me souviens quand j'ai signé à Sochaux. Mm-hmm. On va dire, on a fait la préparation, on a fait les matchs de préparation. J'ai vu les buts, il m'a convoqué l'après-midi. Je me suis dit, je suis mort. Parce qu'il avait la réputation de crier. Ouais. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Tout seul, l'après-midi, on a repos, il m'a dit de venir. Bah, figure-toi, il m'a pris. Toute l'après-midi, on a visionné tous mes buts du Havre. Ah oui? Qu'on a pris de la saison dans. Oula! Là. Je dis, waouh. T'as vu comment t'es placé? Comment ça? Je te regarde, je dis, qu'est-ce que tu veux me faire culpabiliser? Je sais qu'on est descendu, mais en gros, c'est de ma faute ou tu vois? Parce qu'il m'a montré tous les buts qu'on a encaissés. Wow. Mais grâce à ça, il m'a fait progresser. Tu dois te mettre comme ci, comme ça, comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui encore, de temps en temps, j'ai des nouvelles de lui, mais non, Guy Lacombe, c'est vraiment. Il a compté. Ouais, énormément. Un président aussi que tu as apprécié, Plessis. Non? Jean-Claude Plessis. Jean-Claude Plessis. C'était mon grand-père, lui. Non, à Sochaux, j'ai eu la chance de tomber sur des dirigeants magnifiques qui étaient là pour moi. Bon, après, je mouillais le maillot aussi, donc c'est normal, mais ça s'est super bien passé à Sochaux. Il y avait de bons joueurs à cette époque. Et, tu as même joué à tes premières coupes européennes avec Sochaux. Exactement. Je me souviens. C'est pour ça que je te dis, ils m'ont fait découvrir la Coupe de la Ligue, la finale. Coupe d'Europe. Ça me revient maintenant, je suis venu pour... Il n'y avait pas un match contre Newcastle? On a joué Newcastle, exactement. Oui, j'étais à ce match-là. Et je crois qu'on avait gagné. Hein. Non, je pense pas. Oui, non. On avait perdu là-bas, je crois, et à domicile, on avait gagné. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense qu'on vous a tapé. Hein. On va vérifier ça. Quelque chose me dit que Newcastle est venu gagner à Sochaux. Ah ouais? Quelque chose me dit. Mais on va se dire qu'on vérifie ça tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, le football européen, quelques souvenirs pour toi avec Sochaux? Une des matchs, Dortmund. Oui. Je pense que c'est la première fois que je jouais contre une grosse équipe européenne. Et j'ai eu la chance de jouer contre le Borussia Dortmund. Premier match là-bas. Sacré stade. Ouais, stade de fou. Mais j'étais impressionné, choqué. Nous, on vient du Havre, Sochaux. J'arrive derrière à Dortmund, le mur jaune, il y a 90 000 personnes, je sais pas où, 30 000 personnes derrière, ça criait. Ouais. Je me souviens même, le coach, il nous avait dit, en première mi-temps, il faut prendre ce côté-là, sinon on est mort. Deuxième mi-temps, ils vont pousser. Et on avait perdu le toast, donc la deuxième mi-temps, on a joué là-bas. Et je crois qu'on fait 3-3 là-bas. On a réussi à faire un résultat et c'est vrai qu'au match retour, on les a torpillés 4-0. Incroyable. Et ce match-là, pour mon premier match. Pas mal, ça. Ouais. Dortmund, parce que là, tu le sens, c'est un vrai test supplémentaire, quoi. Là, tu passes une étape. Hein. Ouais. Déjà, j'ai toujours voulu jouer des matchs européens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'aller à Sochaux, je devais aller à Lille. Mais Lille, ils ne jouaient pas là, à l'Europe. Au dernier moment, Sochaux m'ont appelé.
Certes, il y en a plein qui m'ont dit, non, mais qu'est-ce que tu vas faire à Sochaux? Il fait froid, il n'y a rien. Mais je vais pas pour le soleil, je vais pas pour le truc, je vais pour jouer des matchs européens. Et Sochaux m'a donné la possibilité de pouvoir effectuer ces matchs-là. On va dire que tu as fait le bon choix avec ces matchs européens et une Coupe de la Ligue, donc, avec cette belle équipe de Sochaux, avec Guy Lacombe et Jean-Claude Plessis. Ouais. Allez, le dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Souleymane. Nous sommes le 5 mai 2010 désormais. 12 mois plus tôt, tu es champion de France avec Bordeaux. Là, tu joues pour l'Olympique de Marseille dans un stade Vélodrome bouillant. Il faut une victoire contre Rennes pour que tu sois de nouveau champion. Raconte-nous. Ouais. Tu vois encore les images, là? Ouais. On devait... parce que je crois qu'il restait 2 journées ou une journée après. C'était avant la fin du championnat. Mm-hmm. Et si on gagnait, on était champion, quoi. Et là, stade plein, la ville avait déjà préparé de quoi faire la fête après le match. Et on joue et on gagne 3, mais Jimmy Briand, il met le but 1-0. C'est pas ça? On perd 1-0. Gabi Heinz marque sur coup franc d'abord. Pied gauche. C'est pas illégalise, ça contourne le mur. Non, il a marqué le premier. 1-0. J'ai regardé. Il fallait et Jimmy Briand, il marque, il égalise. Il a mis la clim au stade. Waouh. J'ai dit, Jimmy, qu'est-ce que tu fais? J'étais sur le terrain. J'ai dit, frérot, nous on joue. Hein, nous, on va pas être champion, on s'en fout. Nous. J'ai dit, c'est vrai, t'as raison. Et je crois, 1-1. Et je crois en deuxième mi-temps, on revient gonflé à bloc et Mama a dit, viens, il marque et Lucho, il arrive. Voilà. Alors là, c'était l'euphorie, là. Ah, ce match-là, la fête au Vélodrome, c'était... Et après, ça, dans la ville, dans la soirée... Non, ça, je peux pas oublier ce match. C'était magnifique. Mamadou Niang, ton grand pote. Exactement. C'est lui qui t'a convaincu de venir à Marseille après Bordeaux? Convaincu, il m'a pas convaincu parce que l'OM, je pense que c'est très difficile de... Quand un club comme l'OM s'intéresse à toi, c'est très difficile de pouvoir dire non. Mais c'est vrai que je lui ai posé pas mal de questions et ça a joué aussi, bien évidemment, mais j'étais déjà convaincu déjà. J'étais déjà convaincu. Cette équipe de l'OM avait de la gueule, comme on dit, avec les joueurs que tu as déjà cités. Il y a Didier Deschamps sur le banc, il y a Mandanda, il y a Tembe Nafa, Edouard Cissé était là-bas aussi. Ouais. Il y a un bel effectif quand on regarde les joueurs. Mais l'OM n'avait pas été champion depuis un moment, donc cette explosion de joie était liée à ça. Mais ça avait commencé avant, parce qu'on gagne la Coupe de la Ligue avant le championnat. Oui. Et j'ai vu, pour juste une Coupe de la Ligue, le monde qui nous attendait à l'aéroport pour une Coupe de la Ligue. Ah ouais. C'est juste une Coupe de la Ligue, quoi. Enfin, c'est pas que je me suis habitué, ça restait un trophée quand même. Mais j'ai vu la ville, comment elle était pour une Coupe de la Ligue. Et José Anigo, je me souviens, j'étais à côté de lui dans le car. Et il m'a dit, gagne le championnat, tu vas voir la ville. Ça va être 2 fois plus que ça. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, toi. Il me dit, regarde, gagne. Je dis, OK. Et moi, je lui dis ça comme ça, OK pour eux. Mais je le pense. Hein. Ouais. Et quand on gagne le championnat, j'ai été le voir José, j'ai dit, José, t'avais raison. Ça n'a rien à voir avec la Coupe de la Ligue. Il y avait plus de 100 000 personnes là, qui sont venues de toute la France. Non, c'était magnifique, c'était abusé. C'est pour ça que je ne peux pas oublier ce match-là. Et la soirée a été longue, alors vous êtes allé où on n'a pas dormi pendant au moins une semaine. On n'a pas dormi, on est resté sur Marseille, Aix. Même la semaine d'après, je crois, on jouait à Lille. Ouais. Nous, on était dans notre joie, donc... Après une semaine de fête? Ouais, on a joué un dimanche, je crois. Le samedi, pareil, on faisait la fête et de la boîte avec certains coéquipiers. On est parti direct à l'aéroport, tranquille. On était morts bourrés. On a joué, je crois qu'on a fait l'un des meilleurs matchs, l'une des meilleures prestations contre Lille. Lille, ils devaient gagner contre nous pour jouer la Ligue des Champions. C'était entre eux et Lyon. Et je me souviens, les joueurs, ils sont dit, vous abusez, laissez-nous gagner.
J'ai dit, la moitié d'équipe est bourrée, vous n'arrivez pas à nous battre, tu veux qu'on fasse quoi de plus? Tu vois. Mais bon, à la fin, ils ont gagné 1-0. Mais ouais, non, on avait fait la fête pendant... jusqu'à la reprise, quoi. Jusqu'à la reprise. Des super souvenirs. Tu as eu donc Laurent Blanc à Bordeaux et puis Didier Deschamps à Marseille, deux champions du monde, deux grands entraîneurs. Ça se passait comment avec eux? Quels sont tes souvenirs? Nickel. Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Ils m'ont fait énormément progresser. Beaucoup parlé. On se parlait beaucoup avec Deschamps et Laurent Blanc. Non, c'est que des bons souvenirs. Vous savez, quand vous gagnez des titres, vous avez que des bons souvenirs. Hein. C'est plus facile. Hein. Donc, non, mais Laurent Blanc, parce qu'on jouait déjà au même poste. J'allais dire, oui. Donc, on échangeait beaucoup. Je faisais partie de ses cadres, donc... Deschamps, pareil, il me voulait aussi. Donc, moi, vous savez, quand un coach me veut, moi, je suis prêt à mourir pour lui sur le terrain parce que je me dis la confiance qu'il a en moi, il faut que je lui rende sur le terrain. Donc, c'est que des bons souvenirs, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Qui gagne entre l'équipe de Bordeaux champion en 2009 et l'équipe de Marseille champion en 2010? Ah ouais, c'était difficile parce qu'à Bordeaux, on avait une belle équipe. Hein. Ouais. Ouais, Gourcuff, Loudjara, Marouane. Oui, ça jouait. Ouais, tu avais le meilleur de Gourcuff, effectivement. Hein. Je pense. Mais on avait la deuxième partie, Atem Ben Arfa aussi. Ouais. Valbuena aussi, Ben Chirou, Edou. Avec Morientes, Gabi Enzo. Non, ouais, c'est chaud. Je dirais match nul. Match nul. On va rester diplomate. Voilà. Hein? Allez, hein? On va pas faire pleurer les uns les autres. On reste match nul. Ok. Bon, on arrive presque à la fin. Soudé, on a fait les 5 matchs plus quelques petits bribes d'autres rencontres, mais on n'a pas eu le temps de parler, par exemple, d'Angleterre et cette saison avec Charlton Athletic à Londres. C'était bien chez les Roast Beef? Franchement, je me suis régalé. Pourquoi une seule saison alors? Parce que... Marre de la bière et fish and chips? Ouais, ça me faisait grossir, la bière, tout ça. Non, mais plus sérieusement, parce que, bon, à la fin, je m'entendais plus avec le manager, Alan Pardew. Ah ouais. Spécial. Ouais, après, je le connaissais pas. Bon. Non, il a une réputation en Angleterre. Après, c'est son choix. Donc, on est parti un peu en clash, en dispute, en insulte. Et je lui ai dit que je voulais me barrer. Je crois qu'il a pris l'équipe vers mi-saison, on va dire. Et alors que je jouais mes matchs. Mais bon, après, c'est un choix. Et bon, je ne fais pas partie de ses plans. Je respecte ça. Sur ça, il n'y a pas de problème, moi. Donc, je m'entraîne. Je ne peux pas jouer une fois, 2 fois. Tu me mets en tribune. De titulaire, tu me mets 19e. Ok, ouais, bon, écoute, si tu comptes pas sur moi, me convoque pas, laisse-moi là, je suis pas un enfant, tu vois. 1 fois, 2 fois, on se prend la tête. Je dis rien, je garde sur moi. Une fois, je pars du match, il m'a mis 19e, je pars, donc ça a commencé à faire des histoires. C'est normal. Mais à la fin de saison, bon, à un moment, il avait pas le choix parce que tout le monde il y avait beaucoup de suspendus et des blessés, donc il m'a fait jouer. Et comme par hasard, quand je joue, boum, je fais des bons matchs. Mais bon. Ah, c'est embêtant pour l'entraîneur. C'est embêtant. Et dernier match, boum, il me remet en tribune. Okay. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et j'avais Aston Villa qui était venu, Bolton et West Ham. Il a dit non, j'ai besoin de lui. Il voulait pas que je parte. Tu me fais pas jouer. J'ai les clubs qui arrivent, ils sont prêts à mettre un peu d'argent, ou gagner de l'argent. Tu me dis non. Tu veux que je reste en Ligue 2 et que je sois ton capitaine. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, j'espère. Non, je lui ai dit, j'espère. Tout ça en anglais, bien sûr. Oui, en anglais, yes. Anglais, français. You are footing off my gueule. Et donc, on est parti. Non, il y avait mon agent en plus.
Donc, c'était chaud dans son bureau. Parce qu'il me dit, il compte sur moi l'année prochaine en Championship. Il veut que je sois son capitaine. Je dis pas du tout, en fait. Je veux pas être ton capitaine, je veux rien de toi. Donc, comment ça? N'oublie pas que t'es sous contrat. Bon, ça parle. Je dis, je m'en fous de ton contrat, je veux plus rester là. Je veux partir. Non, en Angleterre, c'est fini pour toi. Voilà. J'ai dit, je m'en fous, je veux retourner en France. Mais j'avais même pas de club encore. Ouais. Et là, c'est là que Jean-Luc Gasset est arrivé, il m'a appelé avec Laurent Blanc. Mais sinon, c'était une expérience incroyable. C'est juste Alan Pardew qui a niqué mon expérience, quoi. Ouais. Mais comme quoi, il y a des moments dans la vie comme ça. On est devant une fourche, on peut aller à droite, à gauche. Exactement. Peut-être qu'en Angleterre, tu aurais rejoint un plus gros club et réussi, mais en revenant en France, tu es 2 fois champion avec Bordeaux. C'est ça, et puis après avec l'OM. Parce que parfois, c'est une ça. belle histoire. Faut mieux reculer pour mieux sauter, comme on dit. Mais c'est vrai que j'avais ce côté où j'avais envie de m'imposer en Angleterre. Parce que c'était un championnat excitant, c'était magnifique. C'était l'intensité, le public. Avec Charlton, on était dernier, avant-dernier. Le stade, il était complet, ça chantait. On perdait 3-0, 4-0, je me souviens, contre Liverpool. Ça criait, ça chantait. Mais il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit ça. En général, on se fait insulter un peu. Et malheureusement, Alan Pardew a mis stop à ma carrière anglaise. On ne le salue pas, Alan Pardew, pas du tout. Un petit mot avec tes expériences en équipe nationale avec le Sénégal. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi, qui est parti de très jeune du pays, mais par rapport à ton père et ta famille? C'était une grosse fierté. Quand la première fois que j'ai dit qu'il y a le sélectionneur qui m'a appelé pour que je vienne rejoindre la sélection, je crois que ma mère elle y croyait pas. Ah oui? Non. Parce qu'en plus, il sortait de la Coupe du Monde 2002 quand le Sénégal gagne contre la France. Donc, pour nous, c'est historique. Le Sénégal qui bat la France en 2002, quart de finale. Ils étaient au top, le Sénégal. Donc, la sélection d'après, je suis sélectionné pour jouer en Afrique du Sud. Et quand je dis ça à mes parents, bon, ils ont pas pleuré, mais j'ai senti une fierté, une joie, ainsi que mes cousins en Afrique, et même pour moi aussi. Donc, bon, j'avais une présélection avec la France A prime, l'équipe de France A prime. Mais bon, ça c'est un match tous les 2 ans. J'avais refusé et je suis parti pour le Sénégal. Ça alors, des bons souvenirs. Ouais, exactement. Ouais. C'est que les bons souvenirs. Bon, après, quand vous êtes dans le foot, je pense que c'est que les bons souvenirs. Quand tu as la chance d'être professionnel, t'as que des bons souvenirs parce que tout le monde rêverait d'être là. Oui. Donc, après, c'est une question de personnalité aussi. Tu es quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, peut-être. Oui, aussi. Ouais. Aussi. Parce que je me dis... Non, bah... Ouais, parce que j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire la gueule quand tu as la chance d'être footballeur professionnel. Alors que ton père, il est ouvrier, et les gens, ils galèrent entre guillemets. Toi, tu as la chance de vivre de ta passion. Donc, t'as pas le droit de faire la gueule. Et puis, on te donne pas des miettes. Oui. C'est des gros sous, non, mais pour te dire. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours joyeux. Quand je jouais, j'étais toujours joyeux parce que je me dis, j'ai de la chance. On est d'accord. De toute façon, mon père travaillait à l'usine. Ouais. Moi, je suis payé pour aller regarder les matchs de foot et en parler. Et tu vois, wow. Ta passion. Non, mais c'est vrai. Tu vois, t'es payé pour aller voir. Alors qu'en temps normal, c'est toi qui allais payer pour voir un match. Et nous, c'est pareil. On paye notre licence pour aller jouer. Et là, on te paye pour que tu joues. Et oui. Tu vois. On garde le sourire, forcément. Un mot sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qui t'attend maintenant? Apparemment, tu es un peu dans les poubelles ces jours-ci. Bon, ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Tu es en train de devenir le Louis Nicolin des poubelles en Afrique. Là, ça serait mon rêve, ça. Ouais, mais j'avais créé une société en 2006 quand j'étais à Bordeaux. C'est Bordeaux. Charlton. Bon, j'avais que ça à faire. Alan Pardew me calculait pas, donc j'ai eu le temps de créer une société de ramassage d'ordures où j'essaie de développer ça un peu en Afrique.
Je me régale avec mes petites poupées. Ouais, ça se passe bien. Ça va. Ouais. On se plaint pas. Formidable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Bon, la santé, le bonheur, c'est tout. Le reste, on l'achètera, comme il dit. Ok, bon, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Dans les poubelles et ailleurs. Merci. Souley, merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous pouvez aussi en parler sur vos réseaux sociaux, bien sûr, et sur la plateforme où vous nous écoutez. Si vous voulez en plus nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes, eh bien, n'hésitez pas. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye. Bye.